Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir sur cette table ronde sur les programmes de fidélité. Je suis ravi aujourd'hui d'accueillir quatre grands experts de ce sujet. Voilà, par ordre, on va dire, d'apparition sur mon écran. Donc, Sylvie Joly, directrice marketing du groupe Barrière, Casino et Hôtel. Romain Frocourt, directeur du programme de fidélité 24S, Le Bon Marché. Charlotte Kellenec, responsable du programme des cinémas Pathé Gaumont, et Laurence Robert, responsable Europe du programme que vous connaissez tous chez Sephora. Alors, avant de laisser chacun se présenter, on voulait aussi organiser cette table ronde en fonction de l'actualité. Depuis 1 an, 6 mois, il y a une forte actualité, une forte dynamique sur la refonte, la recherche de nouvelles mécaniques, la façon en effet d'engager toujours plus ses clients et ses meilleurs clients. Et j'avais envie de vous entendre sur cette actualité. Decathlon, par exemple, après avoir arrêté son programme de fidélité à point, l'a repris cette année avec une mécanique 1 euro égale 10 points, mais aussi 1 heure de sport égale 100 points, ou un avis client, donc égale 1 euro, puisque un avis client égale 10 points. Intermarché annoncé en pleine page ce week-end dans Le Monde une carte de première nécessité en promettant jusqu'à moins de 10% sur plus de 1800 produits, notamment des marques d'Intermarché. Monoprix aussi a fait beaucoup parler de lui en relançant non pas un programme de fidélité, mais le compte M, avec la possibilité notamment de s'abonner pour 9,90 € par mois et d'avoir moins 10% systématiquement sur toute l'alimentation et les produits ménagers. Voilà, donc ça fait pas mal d'actualités, pas mal de choses. Et vous, en tant qu'expert, Sylvie, Romain, Charlotte, Laurence, voilà, comment vous réagissez? J'imagine que ça pose question aussi chez vous. On va vous demander, et nous, que fait-on? Comment évolue-t-on? Peut-être commençons par Sylvie et puis on fera un rapide tour de table. Sylvie, vous êtes sur mute, je crois. Non, voilà, c'est bon. Non, vous entendez, pardon. Non, on n'entend pas Sylvie. On n'entend pas Sylvie. Bon, peut-être, là, votre micro est coupé. On le voit, là, normalement, il devrait être ouvert. Mais... Sylvie, bon, peut-être... Romain, peut-être tu peux commencer, donner ton point de vue le temps que Sylvie peut-être retrouve son micro. Ça marche. Enfin, le premier sentiment, en tout cas, c'est que je ne suis pas forcément surpris. Aujourd'hui, en tout cas, les programmes de fidélité s'inscrivent en tout cas dans les stratégies marketing depuis un petit moment. Et en tout cas, c'est un élément de différenciation qui est très fort, que ce soit sur tous les environnements concurrentiels, que ce soit dans l'environnement du sport pour Decathlon ou Intermarché ou Monoprix, l'alimentation et la grande distribution. Donc, en tout cas, ça ne me surprend pas aujourd'hui. Ça s'inscrit, en tout cas, fondamentalement dans la différenciation des marques. Et l'autre point qui est à noter et que je trouve assez intéressant, c'est qu'en tout cas, et c'est ce qu'on évoquait il y a un petit moment, c'est qu'est-ce qui fait le sel des programmes de fidélité. Et on se rend compte que chacun de ces programmes a essayé de jouer, en tout cas, sur en tout cas, être en accord, en tout cas, avec l'ADN de la marque. Il y a tout un environnement autour du sport, au-delà du transactionnel chez Decathlon et chez Intermarché et Monoprix. On a quand même une notion qui est quand même encore très transactionnelle, mais c'est la grande distribution. Il y a une relation au prix qui est quand même très forte, en plus aussi au regard du contexte dans lequel on est actuellement. Donc voilà, je pense que c'est le point que je voulais mentionner sur cette actualité. Ok, merci. Merci. Je vais refaire un essai. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Pardon, je suis contre-temps. Et pardon pour Romain, parce que je n'ai pas été concentrée sur votre réponse. Moi, je dirais juste que ça prouve que les programmes de fidélité ne sont pas morts, parce que c'est quand même une question qu'on nous pose régulièrement quand on fait des fois ce qui plaît sur les business plans. Et puis, ça montre aussi surtout qu'il y a une concurrence qui est fortement accrue, notamment en post-Covid, avec des consommateurs qui sont de plus en plus à peur et avec une très forte tension sur les prix. Voilà, donc la fidélité va reprendre un fort, et c'est vrai que nous, à l'issue on en parlera tout à l'heure de cette crise, on a aussi refondu notre programme. Ok, très bien. Charlotte, peut-être un mot sur ces évolutions. Alors effectivement, complètement d'accord avec Romain et Sylvie.
pour moi aussi, du coup, les attentes de ces clients en termes de fidélité et de programme ont aussi évolué. C'est-à-dire qu'avant, on était plus sur une mécanique effectivement peut-être transactionnelle, mais maintenant, on vibre aussi vers du serviciel et du relationnel avec un client qui est aussi plus fortement aujourd'hui, et du coup, des clients qui sont un peu plus attentes aussi sur ce programme et d'être récompensés aussi potentiellement plus dans la rapidité et au plus proche de leurs attentes finalement. Donc, c'est là où on voit qu'il y a eu une réelle évolution sur ces programmes. Ok, merci. Je crois juste que bien, il faut qu'on puisse couper nos micros, je pense, et l'allumer, bien évidemment, quand on parle, c'est un exercice un peu délicat, c'est les limites du distanciel. Donc, je passe la parole à Laurence. Donc, du coup, Laurence, tu peux ouvrir ton micro et nous, on les éteint. Je pense que le son sera meilleur pour tout le monde. Merci. Ok. Mais je rejoins ce qui a été dit. Effectivement, les programmes de fidélité doivent être des assets de marque. Donc, effectivement, quand on est une marque de sport, le programme de fidélité doit respirer finalement toutes les valeurs de la marque. Donc, ça, c'est effectivement ce sur quoi Decathlon a beaucoup travaillé. Il y a énormément de concurrence, notamment dans le retail. Donc, il faut sans cesse finalement essayer de se renouveler. Et puis, on parle beaucoup de personnalisation et on sait qu'un programme de fidélité va nous permettre d'obtenir de la data, notamment dans le retail, qui va nous permettre de personnaliser la relation. Et je sais que c'était un enjeu fort chez Decathlon pour avoir beaucoup échangé avec eux. Ils avaient besoin de retrouver finalement de la captation de data et le programme de fidélité, c'était un de leurs enjeux en fait, de relancer le programme de fidélité pour retrouver de la data. Ok, super, merci. En effet, cet enjeu, on y reviendra. Alors, j'aimerais vous demander, est-ce que vous pouvez nous présenter, chacun de vous, et puis dans l'ordre, Sylvie, Romain, Charlotte, Laurence, on va essayer de respecter cette échéance, votre programme de fidélité, en 2-3 phrases, qu'il caractérise. J'aimerais aussi que, selon vous, vous nous disiez aujourd'hui pourquoi c'est une force ou qu'est-ce qui fait sa singularité. Voilà, justement, pour dire, on vous parlait justement l'âme, l'ADN de la marque. Selon vous, en quoi ce programme est une force et un véritable asset pour votre marque. Et puis aujourd'hui, j'imagine que vous posez des questions sur son évolution, sur sa refonte, comment il peut être plus performant, comment il peut justement adresser de nouvelles dimensions, potentiellement plus servicielles, expérientielles ou relationnelles. Et donc, quels sont les 3 enjeux majeurs aujourd'hui sur lesquels vous êtes confrontés, je dirais, pour votre programme de fidélité? Sylvie, on commence par vous. Ouais, merci Bertrand. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, nous, on a 2 programmes. Un programme davantage pour nos métiers hôtels et un programme à points et à statut pour la partie casino. Je vais plutôt me concentrer sur mes réponses sur celui-ci. Donc, notre programme de fidélité sur les casinos, c'est un programme à points et à statut qui est encore récent puisqu'on l'a lancé il y a 4 ans. Et pour reprendre ce que disait Laurence, on l'a lancé pour avoir de la data, puisque jusqu'à présent, les gens rentraient dans nos casinos, on ne savait absolument pas ce qu'ils faisaient ni ce qu'ils dépensaient. Donc, on a cette grande masse de data aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait le sel de ce programme ? C'est qu'on a la chance d'être dans un métier de jeu. Nous, on ne vend rien, on n'est pas du retail. Les gens, ils ressortent, ils n'ont rien dans leur poche. Des fois, ils en ont souvent moins que quand ils sont rentrés. Donc, notre enjeu au travers du programme de FIT, c'est vraiment d'améliorer leur expérience. Donc, on joue beaucoup sur le thème de la gamification à travers notre programme, avec du bonusing un peu personnalisé sur des dates que les gens choisissent, qui sont des dates fétiches. On a beaucoup dans nos mécanismes de contact, beaucoup de petits jeux, de choses à gratter, y compris sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un petit peu ça qui fait le sel du programme. Et les enjeux, je pense que c'est un petit peu ce qui vient d'être dit. On a vraiment un enjeu de réenchanter la fidélité parce que quand on est dans un programme à points et à statut, on est quand même un peu mathématique dans cette relation. Et donc, il faut vraiment, cette mathématique, elle est nécessaire pour avoir la data, mais il faut vraiment savoir dépasser et réenchanter. Voilà, nous, on a la chance d'être un métier de luxe dans des endroits qui sont merveilleux. Donc, on a tout pour que notre marque réenchante ça en donnant du waouh. Le deuxième, c'est vraiment la personnalisation à travers la data. Comment on arrive à vraiment faire de la personnalisation entre guillemets de masse. On arrive très bien à le faire sur nos top meilleurs clients, mais sur la plus grande masse, c'est plus compliqué. Et le troisième et dernier qui reste un basique, c'est le ROI. Voilà, parce que dans un moment où la tension sur le chiffre d'affaires, la rentabilité des entreprises, pour nous qui avons été fermés 9 mois sur 2 ans, est très forte. Donc, il faut vraiment qu'on soit fort aussi sur ces aspects rentabilité.
Voilà, en 2 mots. Ok, super. Donc, on a bien compris un arbitrage, en effet, entre cette dimension transactionnelle qui est nécessaire et puis comment on apporte cette part d'émotionnel, en effet, au programme pour renforcer la préférence à la marque. La personnalisation, hein, mais de masse, cette fois-ci, grâce à la data, en effet, captée par le programme, on y reviendra. On a bien évidemment des questions là-dessus. Et puis le ROI, bien évidemment, c'est une question, peut-on savoir le ROI de votre programme? On vous posera cette question. Romain, peut-être tu veux présenter le programme 24S et en effet ce qui fait son âme, sa singularité et les 3 enjeux auxquels tu es confronté aujourd'hui? Ça marche. Alors, le programme La Carte 24S, c'est également un programme à points et à statut. Il est valable sur le site 24S. On est présent dans plus de 100 pays aujourd'hui. Mais il est également, c'est un peu aussi, on y reviendra, il est également valable au bon marché. D'ailleurs, c'était le programme du bon marché sur lequel, en tout cas, on s'est appuyé, en tout cas, sur 24S. En termes, du coup, de force de singularité, je pense que c'est important de noter cette relation avec le bon marché. Il y a quand même des synergies entre un pure player et un retailer, surtout dans l'univers du luxe. Donc, ça offre en tout cas des perspectives intéressantes. Et l'autre point intéressant, c'est que c'est un programme qui est valable sur des marques qui sont extrêmement exclusives et qui sont généralement peu présentes ou pas présentes dans des programmes de fidélité. Donc, en tout cas, ça offre en tout cas sur des marques des très belles marques, en tout cas des avantages clients intéressants. Et en termes d'enjeux, je pense que le premier, c'est on a posé les jalons et les fondations, mais c'est vraiment d'offrir une expérience omnicanale et personnalisée de haut vol pour nos membres. On est quand même une marketplace, on a des marques de luxe et des marques haut de gamme, et donc il faut qu'on arrive à retranscrire en tout cas ça dans le programme de fidélité à travers une expérience de haut vol. On a un sujet aussi de mieux aligner, en tout cas de continuer à aligner le plan d'action et de développement du programme avec la stratégie globale de l'entreprise. Donc, c'est important de vraiment aligner les deux et que, en tout cas, que le programme de fidélité soit un core driver, en tout cas, de la stratégie d'entreprise, que ce soit pas, en tout cas, en silo. Et enfin, il y a un sujet, c'est toujours collecter mieux et plus les données sur nos utilisateurs et nos membres afin d'aller plus loin sur la personnalisation. Et je pense qu'il y a un dernier enjeu qui est un peu secondaire, ou en tout cas à plus long terme, c'est vraiment la question, en tout cas, des spécificités culturelles. Et je sais qu'on y reviendra après, mais est-ce qu'on doit maintenir ce programme à point pour l'ensemble de nos marchés, ou est-ce qu'on doit aller vers, en tout cas, des spécificités régionales? Ok, super, merci. Donc, en effet, l'enjeu de l'omnicanalité pour un 24S, et on imagine quand on a un programme très e-commerce, que ça doit être un peu compliqué de lutter par rapport à des mastodontes qui ont donné le là, comme Amazon sur Amazon Premium ou voilà, l'Express Shipping. Et comment on fait en e-commerce pour proposer des avantages, entre guillemets, potentiellement plus singuliers ou rivaliser avec Amazon? Un point intéressant, en effet, je trouve l'alignement, en effet, de la stratégie du programme avec la stratégie globale de l'entreprise. Souvent, il y a des programmes qui vivent aussi parfois un peu leur vie avec le client, mais comment ils servent aussi une stratégie de développement commercial de l'entreprise. Toujours cet enjeu de la data, mieux collecte, ça, je pense que c'est un enjeu commun à tous. Et puis, en effet, une spécificité pour 24S, qu'on doit avoir aussi, j'imagine, Laurence et Sylvie, chez Barrière aussi bien que chez Sephora, c'est oui, en effet, ces points, on sait qu'en Asie, c'est la folie des points. Voilà, c'est compliqué de sortir de ce système-là sur le marché asiatique. Sur les marchés anglo-saxons, on est plutôt sur des sujets à cashback. Souvent, l'Europe, on va être plutôt dans le relationnel, l'émotionnel, le serviciel. Donc, en effet, il y a peut-être, parfois, un programme global fonctionne pas toujours, voilà, ou ça peut être un vrai parti pris. Et des fois, où est-ce que vous en êtes sur l'adaptation culturelle? C'est intéressant comme sujet. Charlotte, je te laisse la parole pour présenter à la fois. Alors, toi, tu aussi, c'est un peu comme Barrière, il y a à la fois l'abonnement. C'est intéressant aussi, je trouve, d'avoir cette double dynamique d'engagement client avec, en effet, l'abonnement au cinéma Pathé Gaumont, mais aussi le programme de fidélité. Donc, c'est intéressant que tu nous fasses un point sur ces deux dynamiques. Donc, alors, rapidement, nous, on propose chez les cinémas Pathé Gaumont, du coup, des abonnements, enfin, trois abonnements moins de 26, solo et duo, qui donnent accès finalement au cinéma à volonté pour les clients les plus cinéphiles. Et ensuite, derrière, on a du coup le programme de fidélité, qui est aujourd'hui un programme de fidélité à points, mais sans statut, avec une mécanique derrière de earn burn, qui finalement derrière va, quant à elle, être splittée, puisque les clients Cinépass qui détiennent un abonnement
qui vont du coup plus souvent en salle, n'ont pas les mêmes générations de points, n'ont pas les mêmes barèmes que les clients non Cinépass. Après, du coup, nous, nos 3 enjeux, c'est remettre de la simplicité justement dans ce programme parce qu'il est très peu compréhensible de nos clients puisque c'est pas une mécanique Enfin, les collectes de points, c'est pas 1 euro dépensé égale 1 point ou ce genre de choses, ce qui fait que c'est assez peu clair, entre guillemets, ou pour eux, ça pourrait l'être beaucoup plus en simplifiant les explications. Et derrière aussi être un peu plus au goût du jour parce que finalement, nous, notre programme date de quelques années maintenant et avait été aussi lancé à la base pour collecter de la data. Aujourd'hui, on a une dépendance un peu moindre à cette collecte de data puisqu'on a beaucoup de nos ventes qui se font directement en ligne grâce à la dématérialisation. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a envie de remettre un peu au goût du jour le programme de fidélité pour faire aussi en sorte de coller un peu plus aux nouvelles tendances, c'est-à-dire à tout ce qui est un peu gamification, ce genre de choses. Surtout qu'on a un secteur qui nous le permet, je pense, très largement. Et après, l'idée, c'est de voir aussi comment articuler mieux en fait l'abonnement et le programme de fidélité, puisqu'aujourd'hui, c'est pas hyper simple pour un client, puisque s'il ne scanne pas sa carte de fidélité, finalement, il n'aura pas les points, même s'il est abonné Cinépass, par exemple. Puisqu'il faut systématiquement présenter... voilà, donc c'est ces mécaniques-là d'être un peu plus simple et au goût du jour. Et après, du coup, répondre aussi à notre stratégie qui est de monter en gamme et de mise en avant notamment de nos salles premium. Donc là aussi, c'est voir comment mieux articuler derrière pour faire découvrir ces technologies et ces expériences à nos spectateurs. Et après, le sel de notre programme, je dirais quand même, il est hyper intégré dans au niveau du parcours client. Je veux dire, la création de compte est facilitée et il est intégré complètement dans le parcours, en fait. Donc, ce qui fait que ça, c'est quand même une force qui permet de récolter facilement et d'avoir de la donnée et une mise en avant qui, au-delà parce que côté CRM est très peu animé finalement en termes de CRM, mais ça permet quand même d'avoir une prise d'opt-in feed lors de la création d'un compte ou lors d'une réservation au cinéma. Ok, super. C'est intéressant. On voit que chez Romain, il y a un enjeu d'omnicanalité et chez Cinéma Pathé Gaumont, on voit bien que c'est le sel et vraiment la force finalement de ce programme, c'est quelque part son omnicanalité, sa capacité réelle, parce qu'il a été en effet pensé dès le départ comme ça pour s'intégrer complètement dans le parcours client. Et en effet, je trouve que c'est une des forces de ce Cinépass et de programme de fidélité. La simplicité, je pense aussi, c'est important de mettre l'emphase aussi sur ce sujet-là. Hein. On connaît tous le Global Simplicity Index qui fait une corrélation directe entre la croissance des marques et la simplicité de leur offre et de leur parcours client. Et en effet, dès qu'on a quelque chose d'un peu complexe, on va dire, pour le client, eh bien, c'est une prime quelque part au non-usage et donc à l'attribution, au déficit de collègues. Donc, je pense qu'il y a toujours cette vertu, en effet, cette essentialité à faire quelque chose de simple, rapidement compréhensible pour le consommateur. Tu disais mise à jour aussi du programme. C'est intéressant. Alors, peut-être qu'il y a des questions aussi. On est plus de 50 à participer à l'événement. Ça veut dire quoi un programme potentiellement un peu plus au goût du jour? On y reviendra pour les cinémas Pathé Gaumont. Et puis, en effet, cette articulation qui est pas simple pour faire coexister finalement deux leviers de fidélisation. L'abonnement d'un côté, qui est quelque chose parfois un peu d'ultime et qui était fortement remis aussi au goût du jour avec notre Amazon Premium ou Netflix et la Fiat 500 aussi qui a sorti pour la première fois son abonnement aussi où à 300 € par mois on peut avoir une Fiat et faire tout ce qu'on veut avec. Donc ça c'est des dynamiques aussi assez intéressantes. Laurence, je te donne la parole sur ce fameux programme Sephora que, on va dire quasi tout le monde connaît. Peut-être tu peux nous en rappeler, on va dire les grands principes et surtout, bien évidemment, ce qui fait sa force aujourd'hui ou sa singularité. Et puis les enjeux auxquels toi tu es confrontée en tant que directrice CRM. Alors, le programme de fidélité, comme tu le dis, tout le monde le connaît, je pense, parce qu'il est ancien. Il a été lancé en 2003 en France et en Pologne. Moi, du coup, je travaille pour toute l'Europe et le Moyen-Orient. Donc, c'est 17 marchés dans lesquels on a le programme de fidélité. Et il est très simple. Il a une promesse à points très simple. Les clients cumulent des points avec leurs achats et vont débloquer un bon de réduction tous les 150 points. Donc, ça, c'est vraiment une promesse de base très simple. Et ensuite, on a effectivement des statuts qui vont pouvoir distinguer finalement nos clients selon leurs valeurs. Et on va ajouter des avantages en plus de cette promesse cœur très simple à nos clients.
des avantages qui vont être des cadeaux, des expériences, voilà, notamment pour nos meilleures clientes. Et puis, en plus, évidemment, de cette promesse cœur, on va avoir une animation tout au long de l'année, donc des offres tout au long de l'année qui vont nous permettre vraiment de relayer toute l'actualité de l'enseigne, du site, des magasins. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très fort, puisqu'aujourd'hui, on anime voilà, nos clients plusieurs fois par semaine, bien évidemment, et c'est finalement presque ça qui aujourd'hui fait la force de notre CRM finalement. Donc, je dirais que sa force, c'est sa puissance en fait, parce que avec sa maturité, son ancienneté et également sa simplicité, on a tout le retail qui est derrière le programme de fidélité. Et en fait, même si il est ancien, on recrute tous les ans encore des millions de clientes parce qu'on a nos conseillères. C'est vraiment un réflexe hyper ancré chez nos conseillères. Elles vont parler du programme, demander à la cliente si elle a la carte, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est complètement ancré. Et grâce à ça, on a effectivement une base de données qui est puissante. On a de la data, on a un nombre de transactions identifiées vraiment majeur et ça nous permet du coup d'alimenter de la personnalisation, d'alimenter également nos marques qui sont nos partenaires. Ça aussi, c'est un enjeu pour nous distributeurs de pouvoir utiliser cette data dans le cadre de nos relations avec les marques. Voilà, donc, en un mot, c'est vraiment sa puissance finalement qui aujourd'hui fait sa force parce que malheureusement ou pas, il est très ancien, il a été copié, donc on ne peut pas dire qu'il ait une grande singularité aujourd'hui, il a été largement copié. Et c'est un des enjeux, du coup, c'est effectivement comment finalement regagner un peu de différenciation dans notre programme de fidélité. L'autre enjeu, c'est que dans notre secteur en particulier, le discount est vraiment est venu de manière très massive finalement impacter notre business. Aujourd'hui, notre promesse, elle est transactionnelle. Donc, comment on arrive à se détacher de cette logique du tout discount, y compris dans la promesse du programme. Un autre enjeu, c'est bien sûr d'aller plus loin dans la personnalisation. On fait déjà beaucoup de choses, mais on peut encore aller plus loin. Et quand je parle de la personnalisation, c'est également la personnalisation en magasin. Aujourd'hui, on a dans les mains de nos conseillères un outil de clienteling qui leur permet d'avoir vraiment beaucoup d'informations sur nos clientes et qui leur permet de véritablement pouvoir délivrer un conseil à valeur ajoutée. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille et qu'on peut encore travailler davantage. Et puis, bien sûr, on a un enjeu de développement du business e-commerce et le programme de fidélité, potentiellement, doit aussi aider à augmenter cette part de clients qu'on appelle, nous, omnicanaux, au sens où ils font des achats à la fois en magasin et sur notre site e-commerce. Ok, super. Donc, en effet, un programme qui donne le là. Tu peux nous dire combien de membres aujourd'hui sont adhérents au programme de fidélité? C'est une fourchette. Tu dis que c'est sa puissance qui fait foi. Non? Bon. Plusieurs dizaines de millions de clientes, voilà. de clients et de clientes. Voilà. 90% sont les femmes. Voilà. C'est un Armageddon dans le secteur de la beauté, ce programme Sephora. Et en effet, du coup, ce programme massif, il a un enjeu de différenciation. On comprend bien sur quoi on va chercher la différenciation. Bien évidemment, on se rend compte que c'est compliqué d'être différent sur le transactionnel, surtout quand on a un marché qui est fortement drivé par la promotion. Et donc, quelles autres dimensions que le transactionnel? L'émotionnel, le relationnel sont en effet des pistes à investir. La perso, on y reviendra. On fera un quart d'heure sur ce sujet-là. J'aimerais bien que vous me donniez aussi un peu où est-ce que vous en êtes sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez aussi des chiffres à nous communiquer sur l'impact de la personnalisation par rapport à des prises de parole CRM qui ne sont pas personnalisées? Ce que tu disais, c'est intéressant, c'est qu'elle descend aujourd'hui même au point de vente, cette personnalisation. C'est-à-dire qu'elle n'est pas qu'à travers l'activation SMS ou emailing, mais vraiment, on la met aux mains des personnels, des équipes de vente Sephora. Ça, c'est intéressant. Et puis aussi, toujours, un peu comme Romain, cet enjeu d'omnicanalité pour aider Sephora à faire plus de ventes e-commerce grâce à son programme. Alors, avant qu'on merci déjà de cette présentation, j'aimerais maintenant vous entendre sur la mécanique, sur le constat. Vous avez commencé à en parler, mais est-ce qu'on peut aujourd'hui, cette mécanique, donc elle fonctionne, vous dites elle est essentiellement transactionnelle. Alors peut-être entendre Romain sur ce sujet-là, et puis ensuite Laurence sur quelles sont les grandes questions aujourd'hui que vous posez sur la mécanique de votre programme
et quelles sont justement les pistes aujourd'hui que vous explorez ou voilà, qui sont sur le tapis pour optimiser, accroître, augmenter cette mécanique de récompense? Alors, pour revenir un peu sur le programme, donc c'est vrai que c'est un programme et une mécanique qui commence aussi et qui est vieille, parce que c'est hérité en tout cas du programme 24 Sèvres du Bon Marché. Donc ça a plus de 5 ans et bien plus. Donc et depuis, en tout cas, nous, on a repris cette base du programme, en tout cas sur 24S, et pour l'instant, on ne l'a fait évoluer qu'à la marge. On a bien sûr, en gros, c'est un programme, la mécanique, elle est assez simple. On cumule des points pour chaque achat qui nous permettent, en tout cas, en fonction du nombre de points obtenus, d'atteindre un statut. Il y a 3 statuts: invité, initié, privilégié. Et en fonction de ces statuts, on a des avantages distincts, soit des avantages liés, en tout cas, à du free shipping, mais également l'accès à des offres privées ou à d'autres avantages, notamment serviciels, en lien avec le bon marché. Pas mal de sujets sur les retouches, sur la conciergerie. Donc voilà, on a à la fois un peu de serviciel et du transactionnel. En tout cas, je pense que ce qui fait la force de ce programme, d'une part, c'est la grande flexibilité qui est offerte aux clients. Parce que ils cumulent des points. Une fois qu'ils ont cumulé assez de points, ils vont pouvoir activer une journée privilège. Voilà, c'est un système qu'on trouve énormément dans le retail et dans les grands magasins. Et cette journée privilège, ils peuvent l'utiliser toute l'année et sur presque l'intégralité des marques. Donc, il y a vraiment, en tout cas, une grande flexibilité de nos utilisateurs pour qu'ils puissent utiliser ces avantages quand bon leur semble tout au long de l'année. Et idem, parce qu'une fois qu'ils activent leur journée privilège, ça va leur permettre d'avoir des bons cadeaux à dépenser sur le site. Donc, même chose, ces bons cadeaux, ils sont valables 1 an. Et donc, on offre vraiment cette flexibilité, cette liberté aux utilisateurs de pouvoir utiliser leurs avantages tout au long de l'année. Je pense que l'autre point qui est important, c'est qu'on s'est vraiment focalisé sur cette seule mécanique. C'est ce qu'évoquait aussi Laurence préalablement. C'est alors, on a voulu garder un avantage et un avantage central pour essayer de rendre, en tout cas, donner cette lisibilité au programme et faire en sorte qu'il soit utilisé et consommé par nos membres. Et enfin, il y a un autre sujet, c'est que voilà, quand en tout cas, on se centralise sur un avantage précis, même si on a pas mal de choses qui gravitent autour, il y a une facilité de gestion en interne. En tout cas, voilà, parce que voilà, un programme de fidélité, c'est aussi beaucoup de ressources IT, data, et donc ça permet aussi voilà, de mieux, en tout cas, gérer en tout cas ses ressources et concentrer ses efforts potentiellement sur d'autres sujets. Je pense que pour évoquer un petit peu les limites, je pense que malgré tout, il y a quand même trop d'étapes. C'est-à-dire que c'est inhérent au fait que ce programme, il a été hérité du retail. C'est que dans le e-commerce, en tout cas, on a quand même une tendance à la récompense beaucoup plus instantanée. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'étapes, cumuler des points pour activer une journée privilège, pour dépenser des bons cadeaux. Il y a trop de points en tout cas, trop de points de friction pour arriver à obtenir son avantage définitif et consommer son avantage. Donc, c'est vrai qu'on est là-dessus, on est un peu en décalage par rapport un peu, je pense, aux standards du e-commerce et du digital. Donc, il y a peut-être des sujets en tout cas là-dessus. Je pense également que ces différentes étapes, au-delà, je pense c'était le bon point d'avoir un seul avantage central, mais ces différentes étapes, on peut perdre aussi l'utilisateur dans la compréhension du programme et dans son utilisation. Donc, et enfin, c'est à la fois une force, c'est synergie avec le bon marché, mais c'est valable qu'en France. Donc aujourd'hui, voilà, c'est au final une grande partie des avantages, notamment serviciels, ne sont valables qu'en France et pas pour le reste de nos clients à l'international. Et donc pour nous, en termes d'évolution, je dirais que le premier sujet, ça va être de diversifier en tout cas la typologie des récompenses autour de cet avantage central. Donc on va tourner autour d'offres, d'essayer de travailler plus les offres personnalisées, segmentées en fonction des différents statuts. Donc ça va être un sujet central. On a déjà fait des premières expérimentations qui sont très positives. Donc on va continuer en ce sens et même au sein des statuts, sous-segmenter ces statuts pour offrir en tout cas des récompenses personnalisées. Je pense qu'on va essayer aussi réfléchir sur le parcours client, c'est comment on réduit ce nombre d'étapes potentiellement pour l'obtention des avantages. Et je pense qu'il y a un sujet aussi de sortir du pur transactionnel. On est quand même sur une expérience luxe. Je pense notamment
Alors, on pourrait aussi, on réfléchit des pistes de réflexion, ça pourrait être des avantages tels que un pré-accès à des collections en avant-première, un accès à des drops exclusifs ou en série limitée, ou bien est-ce que s'il y a des collections capsules entre 24S et des marques, est-ce que nos membres, nos clients ne pourraient pas en profiter en avant-première? Voilà, c'est un peu les pistes de réflexion qu'on a aujourd'hui sur le pur transactionnel. Vraiment, c'est sur l'expérience shopping exclusive du luxe qu'on essaie un peu de retranscrire un peu de manière digitale. Ok, super, vachement intéressant en effet de se dire, en fait, comment on peut à la fois être plus en phase avec notre ADN et en effet se singulariser au-delà d'une mécanique transactionnelle. Je pense qu'en effet, la piste des accès exclusifs, d'avoir des collections en effet capsules qu'on présente en priorité auprès de nos membres. Je pense qu'il y a cette réflexion-là aussi chez Barrière sur son programme infiniment Barrière. Peut-être Laurence, toi, tu peux nous dire aussi, et en écho aussi un peu à ce que vient de dire Romain, j'imagine, la mécanique, quel est le constat aujourd'hui que vous faites sur la mécanique du programme Sephora, et puis est-ce qu'il y a des pistes d'évolution ou pas? Alors oui, il y a des pistes d'évolution, puisqu'on a lancé une nouvelle mécanique de programme en Allemagne il y a 2 ans, qui préfigure finalement, ou qui traduit finalement nos réflexions. Donc comme je disais, nous on a un programme historique qui est principalement transactionnel. On récompense par la réduction nos clientes pour leurs achats. Donc effectivement, on s'est dit qu'à un moment, il fallait faire évoluer la façon dont on rétribue nos clientes. Donc on a ajouter finalement du gain de points sur des actions d'engagement. Par exemple, le fait de noter un produit sur le site, de déposer un look sur le beauty board, qui est un espace sur le site où les clientes peuvent du coup déposer un look, taguer des produits. Donc voilà, l'idée est de rétribuer nos clientes pas uniquement pour la transaction, mais globalement leur engagement avec la marque. Une des on va dire faiblesses du programme, c'était également la rétribution des petits clients. Donc là aussi, on a revu finalement notre seuil de points pour le rendre plus accessible, pour que la récompense soit plus accessible. Et on a aussi bonusé la fréquence d'achat. Chez Sephora aujourd'hui, ce qui distingue vraiment la valeur entre un petit client et un gros client, c'est vraiment le nombre de visites par an. Et donc, du coup, la fidélité se mesure au nombre de visites par an. Donc, on a également accentué finalement notre mécanique de earn par rapport à ça. Et puis, on a également revu les récompenses. L'idée dans nos récompenses, c'est aussi de davantage refléter ce qui fait la différence de Sephora. Et ce qui fait la différence de Sephora, ce sont ses produits, et notamment toutes ces marques exclusives qui ne sont vendues que chez nous. Donc, on a aujourd'hui dans finalement les récompenses, des récompenses beaucoup plus variées, principalement des produits. Donc, on va maintenant, en Allemagne en tout cas, nos clientes vont pouvoir, avec leurs points, obtenir des produits, et des produits taille-vente. On n'est pas sur du petit échantillon, voilà. Ou des services, ou des accessoires, ou des vouchers, puisqu'à certains moments, effectivement, aussi, on remet quand même une mécanique de discount si nécessaire. Ce qu'on a également renforcé énormément en Allemagne, c'est tout notre set de campagnes automatiques. Donc, on a évidemment dans notre programme actuel un certain nombre de triggers qui sont déclenchés, mais on a enrichi ça dans notre programme allemand. Et on a également ajouté une mention d'animation basée sur les bonusing de points, donc qui effectivement nous permet de sortir de l'animation purement discount, parce que les points aujourd'hui donnent quelque chose d'un peu plus valorisant pour nos clients. C'est pas un bon de réduction de 10%, ça va être des vrais produits. Donc effectivement, voilà, ça redevient aussi un asset, ces points, dans le nouveau programme. Voilà en quelques mots. Ok, super. Donc, en effet, vachement intéressant. On garde une mécanique à points, mais on la revalorise par un accès à de nouvelles récompenses. Il y a du bonusing, en effet, sur la fréquence. Et là, on voit bien aussi l'usage et l'utilité, la souplesse, finalement, de cette mécanique à points qui permet aussi de récompenser autre chose que des euros dépensés, et donc de la fréquence, mais aussi, tu le disais, la vie et l'engagement social. Ça, c'est vachement intéressant. Tu peux nous donner le barème sur l'engagement social? Est-ce que c'est 1 euro égale 1 point, un avis égale 1 point? Comment vous avez calculé l'engagement social, sa valeur? 1 euro égale 1 point, et c'est 2 points pour un avis déposé sur le site. Ouais. Donc, voilà. Donc ça, vous récompensez un peu plus la vie, par exemple, que chez Decathlon.
C'est intéressant d'avoir ces ratios aussi en tête. Et puis, en effet, tu le disais, ce qu'il y a aussi chez Romain, cette volonté d'accéder à des récompenses plus rapidement, pas attendre la fin de l'année pour avoir son cadeau de fin d'année après avoir gentiment cumulé et earné pendant 12 mois. C'est un enjeu des millennials, on le sait, ils veulent aussi des récompenses beaucoup plus rapidement. Et on imagine bien, en effet, que pouvoir atteindre rapidement une première récompense pour engager plus avant le client dès le début de sa relation ou de son année de consommation, c'est important. Peut-être sur la personnalisation maintenant. Alors là, on va plutôt écouter Sylvie et Charlotte. Donc, on a beaucoup parlé, l'enjeu de la data. Cette data, en effet, le programme, c'est en effet, entre guillemets, le prétexte aussi pour aller traquer l'ensemble des achats et des visites des consommateurs ou de ce qu'ils visionnent dans les cinémas Pathé Gaumont. Comment aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes sur la personnalisation? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a des cas avancés? Comment on industrialise cette personnalisation? Sylvie, peut-être on commence par toi sur le sujet. Alors, le sujet de la personnalisation, nous qui sommes un métier de service et notre vocation, c'est que quand les gens viennent chez nous, ils passent un moment d'exception. Ce moment d'exception, il est quand même très basé sur la relation avec notre personnel qui connaît extrêmement bien les sujets, les clients. Comme le disait Laurence, en tout cas dans les casinos, l'indicateur de fidélité, c'est d'abord la fréquence. Donc, on a vraiment des clients qui viennent toutes les semaines, donc qui sont vraiment connus, intuitus personnés par notre personnel. Donc, nous, ce qu'on sait vraiment, vraiment très bien faire, c'est sur nos meilleurs clients. Et d'ailleurs, avec la refonte, on a créé un 5e statut, en fait. On avait 4 statuts, on est passé au 5e. Donc, c'est vraiment ça aussi, quand on a vu grandir et mûrir ce programme, on a pu encore créer un statut qui s'appelle Ultime d'ailleurs. Donc, sur ces clients-là, et ils sont une centaine, voilà, on a vraiment cette capacité à les gérer intuitus personnés et de façon très proche. Et moi, je suis persuadée que c'est là ce qui est le plus fort parce que vraiment, on est dans cette relation humaine et dans cette relation très émotionnelle. Le problème, c'est qu'on arrive bien à le faire pour 140 clients. On n'arrive pas à le faire pour des dizaines, des milliers qui pèsent aussi dans ce chiffre d'affaires. Donc, l'idée, c'est d'abord de se servir de cette tête de fichier pilote pour arriver où là, on a vraiment des fiches clients qui sont partagées dans tous les établissements avec les appétences, les goûts, etc. pour justement surprendre ces clients. C'est d'arriver un peu à le faire avec un nombre de clients supérieur, mais toujours sur le haut de fichier. Et par contre, sur nos clients, nos petits contributeurs, l'idée, c'est de travailler vraiment sur la data. Donc, on travaille aujourd'hui sur des use cases de personnalisation qu'on va industrialiser, sur de la prédiction de clients à potentiel, sur de la prédiction de churn, sur de la prédiction aussi d'achat d'autres catégories. Voilà, donc là, l'idée, c'est de mieux cibler à la fois en CRM, mais aussi on essaye vraiment, et j'entendais l'outil de clienteling de Sephora, c'est aussi de mettre cette connaissance et cette data dans les mains de notre personnel parce que je reste persuadée que c'est quand c'est eux qui l'activent dans cette relation d'émotion que la puissance, la notion de surprise et d'émotion est la plus forte. Donc, notre enjeu, c'est vraiment ça. C'est comment donner cette connaissance à notre personnel, que ce soit fluide dans le parcours et que ça soit très naturel. Voilà, donc ça, c'est vraiment notre challenge de l'année prochaine. Ok, super. Donc, en effet, on le voit bien dans le CRM, plus la relation est décentralisée, plus elle est incarnée finalement, plus elle est efficace et impactante. Et en effet, il y a cet enjeu, dès qu'on a collecté la data, de réussir à la distribuer sur l'ensemble des applicatifs de la marque, mais aussi de la mettre aux mains des équipes, en effet, qui sont en relation directe avec les clients pour avoir, en effet, a fortiori dans ce secteur du luxe et de l'hôtellerie premium, personnaliser en effet un accueil, un accompagnement client. Chez Pathé Gaumont, le sujet il est potentiellement moins dans le premium, mais aussi dans l'orientation, la recommandation de films, l'enregistrement de ses favoris pour là aussi créer et mieux orienter le client. On rêve en effet de cinéma un peu à la Netflix, qui nous donne une liste de recommandations personnalisées ou comme Spotify selon nos choix. Vous en êtes où là-dessus, Charlotte? Tu peux en dire un mot?
Oui, alors nous, en termes de personnalisation, c'est vrai que du coup, grâce à la dématérialisation, on récupère énormément d'informations en termes de transactions billetterie, notamment sur nos clients. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nos communications CRM… Pardon, tu peux nous dire peut-être l'achat en ligne de places de cinéma aujourd'hui chez Pathé Gaumont, c'est quelle volumétrie par rapport à l'achat direct? On a plus de 50% d'achats dématérialisés. Donc finalement, la collecte de data se fait entre guillemets naturellement, d'où aussi une dépendance moindre maintenant au programme de fidélité. Après, nous, on essaye de personnaliser systématiquement, en tout cas, que ce soit côté ciblage, donc lors des campagnes, c'est pas des full bases, on fait vraiment, grâce à la collecte de data, on cible effectivement en fonction des appétences ou ce genre de choses. Et on a aussi la subtilité de personnaliser aussi en fonction du du statut client, notamment de l'abonné. Un abonné Cinépass, par exemple, ne reçoit pas forcément les mêmes communications qu'un non-abonné, pardon. Donc là-dessus, sur la personnalisation, on a le modèle de données, on a beaucoup d'informations qui nous permettent de faire de l'hyper-personnalisation. Après, ce qui est compliqué en termes de personnalisation de notre côté, notamment sur, par exemple, de la proposition et de la suggestion de produits similaires, entre guillemets, ou de films similaires, c'est que finalement, nous, on est dans une industrie où les films ont une durée de vie très, très courte, finalement. Ce qui fait que, au final, chaque semaine, il y aura des changements sur la programmation, sur des sorties de films qui vont arriver, d'autres qui vont disparaître, etc. Et c'est comment le gérer à la maille locale, puisque finalement, on travaille pour tout le réseau, mais les cinémas, eux, programment différemment et n'ont pas forcément les mêmes films. Donc là, nous, on a tout l'enjeu aussi là-dessus de comment réussir à suggérer effectivement et à préconiser au mieux les films. Et après, en termes de use case sur les wishlists ou sur les avis clients, effectivement, là, nous, ça va être un travail qu'on commence à faire de justement comment réexploiter un petit peu mieux les fonctionnalités du compte client pour justement déclencher des triggers, pour en savoir plus et pour proposer une expérience toujours plus personnalisée derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les use cases qu'on va principalement travailler, ça va être effectivement wishlist ou par exemple aussi les émotions lorsque un client note un film. C'est justement récupérer pour tel ou tel film, telle ou telle sortie de film, pour avoir justement des ciblages qui sont au plus proche de la réalité et pour délivrer l'information aussi la plus personnalisée aux clients. Et du coup, là-dessus, on a fait pas mal de tests, entre guillemets, déjà sur du contenu personnalisé et par des ciblages notamment d'appétence, par exemple, de vérifier via une cible témoin ou une cible plus large ou autre, que finalement, pour aussi valider nos convictions, finalement, de se dire qu'une personnalisation plus forte permet aussi derrière un taux d'engagement plus fort et une satisfaction aussi client plus forte. Et donc aussi des choix et des propositions de films qui correspondent réellement à ses goûts et du coup qui augmentent sa fréquentation en salle, quoi. Ok, super. Et cette promesse, en effet, d'avoir une meilleure recommandation, elle fonctionne? C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire combien de clients ou quel volume, quel pourcentage renseignent en effet ses préférences ou donne ses avis pour les films pour avoir en effet des recommandations personnalisées? Ça représente quelle taille aujourd'hui de la base en pourcentage? Alors aujourd'hui, on n'a pas les recos personnalisés au sein de le moteur de préco, on ne l'a pas aujourd'hui au sein du compte client. Mais les gens qui déposent des avis sur des films ou… Aujourd'hui, ce n'est pas du tout valorisé ou autre en termes d'émotion. Par exemple, on pourrait très bien imaginer j'ai aimé 15 drames, alors ça déclencherait par exemple quelque chose. Aujourd'hui, c'est tout cet aspect-là qu'on n'a pas forcément encore nous développé et qui serait, selon nous, intéressant de regarder, puisque c'est des fonctionnalités finalement qui existent, qui sont hyper intéressantes, notamment aujourd'hui, pour engager le client, mais qui sont finalement aujourd'hui sous-développées par rapport au potentiel qu'ils pourraient nous apporter, en fait. Okay. Donc, c'est là-dessus, nous, derrière, qu'on va commencer aussi à travailler. Ok, et merci Charles. Et les uns les autres, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres sur l'impact de la personnalisation? C'est-à-dire, j'imagine, vous avez fait des tests entre des activations personnalisées versus non personnalisées. Qu'est-ce que ça génère chez Sephora? J'imagine que vous suivez ça depuis longtemps. Laurence, peut-être tu peux dire un chiffre, ou Romain, Sylvie aussi sur ce sujet. Alors oui, on mesure beaucoup de choses. Alors, par exemple, sur l'impact de notre outil de clienteling, et qui pour moi est vraiment un outil de personnalisation. Quand une cliente est conseillée à travers cet outil, le taux de conversion est multiplié par 2.
Donc, c'est massif, en tout cas pour le magasin. Et son panier aussi est augmenté d'environ 18%. Donc là, c'est massif. Ensuite, on a effectivement aussi, on fait beaucoup de tests et on a beaucoup accéléré sur les A/B tests sur nos campagnes email. Et donc, on mesure effectivement avec la personnalisation voilà, des taux de clics qui vont pouvoir augmenter de plusieurs points et des taux de conversion également sur le site qui vont considérablement augmenter également. Super. Romain, un retour d'expérience sur la perso? Micro. On t'entend pas, Romain. Hop, c'est bon. Misclick. Non, nous, en tout cas, on le voit en tout cas sur nos campagnes aussi, nos campagnes emailing. Ouais. Il y a eu pas mal de travail qui ont été faits en tout cas sur des campagnes personnalisées versus standardisées pour des offres privées ou ce genre de choses. Et en effet, en tout cas, je rejoins en tout cas Laurence là-dessus. On constate en tout cas des impacts significatifs sur le taux de clic. On peut avoir plusieurs points de différence. Donc, en fonction aussi de l'offre, bien sûr, il y a plein de caractères et plein de facteurs qui rentrent en compte. Mais en tout cas, sur l'engagement et en tout cas l'interaction client, les résultats sont très tangibles et sont très rapides à démontrer, en tout cas en termes de KPI. Ok. Sylvie, un chiffre à nous communiquer sur l'impact des tests en perso que vous avez fait? Oui, là récemment, on a fait des tests sur des conversions et du cross-sell notamment. Notamment sur l'hôtellerie, on a des enjeux pour convertir en restauration, convertir en spa. Donc là, on arrive à augmenter le taux de conversion de 10 points sur un parcours e-commerce total. Oui. C'est pas mal. Bravo la data, bravo Amuka. Donc, autre sujet maintenant, merci, c'est vachement intéressant. Autre sujet sur l'omnicanalité, on en parlait, donc c'est un enjeu. Et là, je m'adresse plutôt à Romain sur cet enjeu, en effet, de faire passer un programme qui est né du retail, mais qui est très e-commerce, avec en effet des acteurs qui donnent le là sur ce sujet-là, qui est difficile, qui ont tué le jeu un peu avec soit Amazon Premium ou l'Express Shipping. Donc, j'imagine qu'en termes de service, c'est compliqué. Et comment on rend du coup son programme un peu plus omnicanal et on rivalise quand on est un programme e-commerce comme 24S sur ce sujet-là et on tire parti aussi, tu disais, du bon marché, mais qui est valable qu'en France. Alors, j'imagine que cet enjeu pour toi, il a une acuité particulière, Romain. Oui, en effet. Je pense qu'en tout cas, par rapport à la concurrence, même si on n'est pas en concurrence frontale avec Amazon, mais au-delà de ça, c'est vrai qu'Amazon a mis la barre très haut, en tout cas aussi en termes d'expérience sur bien des aspects. Je pense qu'il y a plusieurs sujets autour de l'omnicanalité. Je pense qu'il y a déjà l'expérience au sens large. C'est vrai que voilà, aujourd'hui, on a bien sûr on a un site, on a le site web de manière classique, on a une application. Demain, notamment, on est présent également sur les marchés asiatiques qui ont un peu des spécificités aussi sur comment accéder au site. On a le service client. Donc, déjà, je pense que le premier sujet, c'est essayer que, quel que soit le point de contact de l'utilisateur, son expérience, elle soit centralisée. Donc, je pense que la question, en tout cas, de la data et l'exploitation et l'usage de la data sur tous les devices, elle est fondamentale. Donc, je pense que, en tout cas, l'omnicanalité, déjà, elle se base beaucoup sur une question, c'est de l'IT. Il faut que, en tout cas, il y ait en tout cas une interconnexion et des outils qui se parlent entre eux. Donc, alors soit ça passe par des outils tiers, notamment pour construire des référentiels de clients uniques après qui viennent alimenter différents outils, ou bien on fait ça en interne. Récemment, on voit aussi le poids que prend Google là-dessus et comment beaucoup d'outils commencent à s'interfacer avec le cloud de Google. Donc, c'est aussi intéressant. Donc, je pense qu'il y a déjà une couche technique qui est très centrale aujourd'hui. Et c'est là où je pense que le marketing et les programmes FIT, il y a beaucoup de synergie à créer, en tout cas avec les équipes produits qui vont traduire soit d'un point de vue technique pour s'assurer qu'il y a un alignement, en tout cas, par rapport à l'expérience qu'on veut fournir et les capacités aussi, les évolutions techniques nécessaires pour la fournir. Donc, je pense que c'est le premier sujet. Je pense que le deuxième sujet, et c'est là où je pense que le programme de fidélité joue aussi énormément, c'est entre guillemets, c'est d'inciter à passer sur un accès logué au site pour bénéficier de ces avantages et donc pour notre côté, pour pouvoir reconnaître l'utilisateur et pouvoir en tout cas aussi activer les différents en tout cas scénarios de personnalisation de l'expérience.
Donc ça, je pense que c'est un point important. Nous, en plus, on a une surcouche. Alors ça, juste sur ce point, qui est souvent un débat qu'on a, comment on fait pour, entre guillemets, inciter de façon très naturelle et un peu combinatoire un visiteur à se loguer sur sa navigation sur le site? Est-ce que vous avez des recettes, fait des tests sur ce sujet, des choses que tu peux partager? Pour être honnête, c'est des sujets qui sont en cours de réflexion. Donc, il n'y a pas eu de grandes avancées récemment. En tout cas, c'est sûr que, notamment, en tout cas, là, je parle de manière un peu plus globale, mais c'est vrai qu'il y a toujours la question qui se pose de forcer, en tout cas, l'inscription pour les achats. Est-ce qu'on peut ouvrir des options non guest, enfin des options guest, on va dire des achats guest, ou est-ce que les achats doivent être tous rattachés à un compte client? On a la question aussi de l'autologue. C'est vrai que, voilà, là, c'est libre un peu à chaque entreprise aussi de gérer cette question-là, mais qui permet quand même de faciliter en tout cas la fréquence de visite et récupérer en tout cas les informations par rapport à ça. Et je pense que l'autologue, elle est aussi très intéressante par rapport aux interactions CRM, dans le sens où voilà, ça demande quelques ressources techniques, mais en tout cas, c'est plutôt facile en tout cas de générer un log à un compte directement sur un clic email. Donc, ça permet aussi, dès le réengagement d'utilisateur, d'avoir l'ensemble, en tout cas, des données de son parcours pour lui offrir l'expérience et mettre en place les scénarios qu'on souhaite. Donc, je pense que je n'ai pas de recette miracle. Je pense que c'est beaucoup de tests, en tout cas, sur cette notion d'accès logué, non logué. Et ça dépend aussi beaucoup de l'audience, de la clientèle. Et donc, pour moi, c'est beaucoup des KPI, voir voilà, est-ce qu'on a du bounce si on force le log trop tôt. Voilà, je pense que c'est beaucoup de tests et de user journey. Il faut se baser plutôt sur des KPI et sur du bounce rate, sur la conversion des parcours pour voir un peu ce qui correspond le plus aussi à sa clientèle. Et je pense qu'il y a un dernier point sur le omnicanal de notre côté, c'est aussi l'alignement aussi au sein de l'équipe marketing. Il faut, voilà, je pense que le omnicanal, je trouve que souvent ça part plutôt il faut partir d'un use case. C'est tellement large qu'il faut partir. On prend use case après use case. Voilà, comment ce use case il marche sur l'intégralité des canaux, quel que soit le point de départ de l'utilisateur, et on le fait conjointement à la fois au sein de l'équipe marketing, mais aussi avec les équipes produits et potentiellement les autres équipes qui peuvent être IT ou data directement. Je pense que c'est un sujet qui se prend de manière aussi assez transverse au sein d'entreprise et pas uniquement géré en silo au sein de l'équipe marketing. Donc, Ok, merci. Charlotte, toi, justement, où tu disais cette omnicanalité, en effet, elle est vraiment intégrée dans tout le parcours voilà, du cinéaste chez Pathé Gaumont. Où en sont vos enjeux là-dessus, sur ce sujet-là? Est-ce qu'il y a une accélération et comment vous renforcez encore plus cette omnicanalité? Après, on essaye aussi en sorte de simplifier les parcours et simplifier aussi du coup les nombres de pages ou le nombre d'informations données pour justement faciliter la création de comptes et aussi essayer d'optimiser en cinéma du coup cet aspect-là, que ce soit via par exemple les bornes ou en caisse pour faire en sorte que ce soit le plus fluide possible pour les clients. Ok, super. Alors, question sur le ROI maintenant. Il y a souvent voilà, beaucoup de marques, en effet, croient au programme de fidélité, beaucoup mesurent certaines choses. On avait envie d'entendre Laurence et Sylvie sur ce sujet-là. Aujourd'hui, comment vous mesurez la contribution du programme au chiffre d'affaires de la marque, voilà, ou sa capacité, en effet, à accroître la valeur client? Sylvie, peut-être on commence par toi sur ce sujet. Alors, nous, on a eu la chance, quand on a lancé le programme de fidélité dans les casinos, on avait un programme avant qui était seulement un programme d'avantage. Donc, on ne traçait pas la dépense, mais on traçait la visite. Et donc là, c'était formidable parce qu'on a pu faire un avant-après et mesurer sur une période de 18 mois l'augmentation de la fréquence individu par individu. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus puissant comme démonstration. Et là, comme je l'ai dit, à la réouverture, on a modifié un certain nombre de mécanismes du programme, le barème et les statuts. Donc, on va pouvoir aussi de la même façon faire un avant-après cette refonte pour voir effectivement l'impact sur la fréquentation. Donc ça, je pense que c'est l'opportunité la plus facile. Et ensuite, l'autre façon de mesurer, c'est vraiment la création
de population témoin. Notamment, c'est ce qu'on fait sur l'hôtellerie, puisque sur l'hôtellerie, même si les clients ne sont pas fidélisés, on a la vision de toutes leurs dépenses. Puisque un client, soit il achète en e-commerce, soit il réserve par notre centrale téléphonique, et toutes ses dépenses et ses achats sont logués quand ils sont check-out. Donc là, on arrive à faire une mesure de comparaison sur des profils similaires entre j'ai la carte et je ne l'ai pas, et l'impact sur la partie valeur. Ce qu'on fait insuffisamment, et c'est un petit peu le thème du début de la table ronde, c'est la valeur d'engagement. Parce qu'effectivement, le ROI sur cette valeur pécuniaire, on arrive à la tracer comme ça, mais par contre, la valeur qui est plus l'engagement, le côté influence de chacun de ses clients au profit de notre marque, ça c'est quelque chose aujourd'hui. Je pense que c'est le next step un petit peu pour le rajouter dans notre modèle. Le micro est encore coupé, je pense. En mute. Bertrand, ouais. Cette fois, c'est moi qui suis pris au jeu. Tu peux nous dire la différence de valeur entre un client encarté aujourd'hui et non encarté, ou donner un ratio? C'est quasiment en tout cas sur la partie casino, si on est en fréquence, c'est du x3 entre feed et non-feed, ouais. Et sur la partie hôtelière, c'est plutôt en valeur, et je dirais que c'est plutôt plus 30%. L'écart est moins fort. Ok. Des beaux chiffres. Chez Sephora, est-ce qu'on atteint aussi ces seuils, Laurence, sur la mesure du ROI du programme? Alors, on atteint des beaux seuils. Déjà, juste pour la méthodologie. Donc, on a, nous aussi, une méthodologie avec des témoins. Donc, ça, c'est principalement pour mesurer l'efficacité du CRM. Donc, on a 2 types de témoins, des témoins semestriels qui nous permettent de mesurer un effet cumulatif, finalement, des campagnes. Et on a des témoins à la campagne. Donc là, sur chacune des campagnes, on va aller mesurer un chiffre d'affaires additionnel, et ensuite on déduit les coûts, les coûts d'offres, les coûts d'animation, et on arrive à une marge additionnelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait de manière systématique et depuis des années. Donc on a aussi un set d'analyses qui nous permet de progresser campagne après campagne. Bien sûr, on analyse les évolutions de nos segments principaux et leurs valeurs. Donc ça, de manière plutôt annuelle, on va aller regarder comment nos différents segments évoluent, quelle est leur valeur, avec des éclairages un peu différents, les clients qui sont omnicanaux, les statuts, etc. Donc sous différents angles. Et on est en train de travailler sur une Customer Lifetime Value pour là plutôt aller définir une valeur future de nos clients et pouvoir aussi voir l'évolution potentiellement de cette Customer Lifetime Value. Voilà, principalement pour les mesures de rentabilité. Donc, à la fois la contribution au chiffre d'affaires, on a effectivement tous les lundis le Codir France qui va aller regarder le chiffre d'affaires généré par la campagne de la semaine précédente. Et nous, on va amener finalement une dimension d'analyse supplémentaire avec la comparaison avec des témoins. Et en Allemagne, quand on a lancé le programme, on a pu, parce que ce qui n'est pas évident, c'est mesurer vraiment l'impact du programme de fidélité, de notre promesse du programme. Parce que effectivement, pour le coup, quand on met en place des témoins, nos témoins vont quand même recevoir le bon de réduction quand on est sur le programme traditionnel. On a une promesse, on est engagé envers eux, donc ils ont atteint les 150 points, ils ont leur bon de réduction. Donc là-dessus, on n'a pas de témoins. Mais en Allemagne, on a réussi finalement à reconstituer des témoins pour le programme, puisqu'en fait, l'Allemagne est un marché sur lequel le e-commerce est très fort. Et donc, on avait finalement un set de clients logués sur lesquels on avait des transactions avant le lancement du programme et qu'on a pu comparer, du coup, on a pu comparer le comportement de ces clients avant le lancement du programme et après le lancement du programme. Et on a vu effectivement un effet important, en tout cas sur la fréquence d'achat. Donc, ça nous a confirmé que notre mécanique agissait bien sur la fréquence et également sur le panier. Là, c'était la première fois finalement qu'on arrivait vraiment à démontrer l'impact du programme de fidélité sur le business, de la promesse en tout cas du programme de fidélité, puisque l'animation
Tu peux nous donner quelques chiffres sur la fréquence et le panier? Avare chez Sephora de communiquer sur nos chiffres. Non, mais sur la fréquence, effectivement, on a une fréquence quasiment doublée du coup en Allemagne après la mise en place du programme de fidélité. Alors après, effectivement, les clients qui se sont encartés sont des clients, dans les premiers temps, sont des clients plus engagés, bien sûr. Hein. On sait que ça va un peu se tasser au fil de l'eau, mais en tout cas, sur les premiers mois, c'était vraiment très, très encourageant. Okay. Et également une hausse du panier moyen sur nos meilleurs clients, qui était un des enjeux qu'on avait également d'environ 10%. Super. Merci pour le partage. Non, en effet, c'est important. On mesure en effet toute l'importance de ces programmes aujourd'hui. On arrive vraiment à faire, c'est vraiment des drivers de chiffre d'affaires incrémental. Et c'est ça aussi qui fait que voilà, il y a beaucoup d'actualité sur ce sujet. Je vois que l'heure tourne. Peut-être pour terminer, votre point de vue, il y a toujours en effet cette question, est-ce qu'il nous faut un programme global, worldwide, voilà, qui est pareil, qui permette aussi de reconnaître les clients internationaux partout, ou un programme adapté en effet aux spécificités culturelles? Alors chez Sephora, on sait qu'il y a un programme différent, par exemple aux États-Unis, de celui qui existe en Europe. Sylvie, vous ouvrez aussi des hôtels barrières aux États-Unis, mais aussi dans les Émirats, à Dubaï, je crois. Comment vous abordez ce sujet? Puis peut-être Romain aussi sur le sujet. C'est quoi vos convictions sur ce sujet-là et comment vous abordez ce sujet de la customisation finalement aux spécificités culturelles? Laurence, on commence par toi peut-être. Je crois que tu voulais interroger Sylvie, non? Mais je peux répondre aussi sur cette question. Et on ne t'entend plus, Bertrand. Je disais en effet, Sylvie, Romain, je vais laisser Sylvie bien évidemment parler, mais voilà, comme tu avais le micro avant, vas-y, commence et puis on écoute Sylvie ensuite. D'accord. Laurence, du coup. Ok. Oui, donc effectivement, comme tu le disais, on a chez Sephora des modalités de programme un peu différentes dans nos 3 zones géographiques. Néanmoins, on est toujours sur des mécaniques à points et on est toujours sur des statuts. Donc, il y a quand même des dimensions communes. Et au sein de la région Europe-Moyen-Orient, là, on a effectivement une promesse cœur qui fonctionne de la même manière. En revanche, le bénéfice peut être adapté. Par exemple, quand on a lancé le programme au Moyen-Orient, le Moyen-Orient n'est pas une zone sur laquelle le discount, il y a une pression discount. Donc, on a remplacé notre bon de réduction par des produits déjà à l'époque quand on a lancé. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors pour des raisons techniques, Romain a évoqué un peu en filigrane ce sujet de la technique de l'IT, alors qui est crucial effectivement dans notre domaine. L'idée, c'est vraiment de faire des choses très corps modèle pour ne pas avoir à finalement avoir différentes modalités techniques à entretenir. En revanche, on s'assure de pouvoir adapter un certain nombre de dimensions. Donc, par exemple, là, c'est la nature du reward qui peut être adaptée en fonction du contexte du marché. Ok, super. Sylvie, vos réflexions sur le sujet avec le déploiement plus international des hôtels barrières? Le sujet, c'est que nous, l'extension du réseau, c'est quand même l'extension pour nos clients de découvrir plusieurs destinations. Donc, je ne sais pas si c'est le cas chez Sephora, mais nous, on a quand même un vrai enjeu de faire circuler nos clients à l'intérieur de nos destinations et de nos pays. Donc, il faut vraiment qu'il y ait, en tout cas, au minimum, une reconnaissance entre ces pays. Donc, c'est important au niveau de la marque qu'il y ait vraiment une promesse de fidélité globale et que les clients soient reconnus. Ensuite, par contre, il faut vraiment être pragmatique parce que, par exemple, sur le marché américain auquel tu faisais référence, notamment dans l'hôtellerie, aujourd'hui, là-bas, le must, c'est d'avoir des clubs de membres. Voilà, où les clients payent des memberships souvent très élevés pour avoir des accès quasi privatifs à des prestations dans nos hôtels. Et ça, par exemple, le marché n'est pas encore mûr, ni en Europe, ni aux Émirats. Voilà, donc on va lancer New York avec notre programme de FID, là, qui va assurer cette transversalité, et il y aura un club de membres. Voilà, mais qui va nous donner un peu de pilote. D'accord, super. Romain, du coup, ça alimente un peu ta réflexion pour 24S. Tu veux conclure sur ce sujet-là? Avec plaisir. Non, je suis plutôt en phase avec ce qui a été dit précédemment. C'est vrai que, voilà, au-delà de la réalité un peu
que tu as pu évoquer entre le cashback, les points, le relationnel en Europe. Je pense que c'est vrai qu'il y a aussi une réalité interne. Voilà, les ressources IT, les ressources techniques sont limitées. Donc, ça peut faire sens, en tout cas, et je rejoins là-dessus Laurence, en tout cas d'avoir un modèle, en tout cas unique, sur lequel construire, en tout cas, son programme et, en tout cas, venir diversifier un petit peu et tester des choses différentes autour de ce corps modèle dans les différents pays. Je pense aussi que ça a des avantages inhérents au-delà des ressources, c'est que même si le programme peut être le même, on peut en effet venir quand même récolter des premiers insights sur les différents pays, que ce soit des KPI quanti ou quali, ce qui peut après alimenter la réflexion pour venir un peu personnaliser le programme sur différents marchés. Et ce qu'évoquait aussi Laurence sur l'Allemagne, c'est très intéressant parce que c'est vrai que c'est juste des réflexions qui sont ouvertes, en tout cas chez nous, mais c'est vrai que l'avantage d'être présent dans de nombreux pays, ça permet aussi de prendre potentiellement un pays témoin et de venir tester des mécaniques différentes pour voir après le potentiel, en tout cas, de déploiement à plus grande échelle. Ok, super, merci. On va conclure. Je vois, il y a une question de notre ami Didier, toujours très, très actif. Je ne sais pas si vous l'avez vu, sur en effet le poids et l'importance de la vie, notamment dans le secteur du tourisme. Donc, je pense que c'est plus une question pour toi, Sylvie. On sait en effet que la vie en pouvoir de prescription pour recommander un hôtel, une destination est très important. Comment vous gérez ça? Tu disais… et je crois qu'en préparant, on ne veut pas faire comme à la Décathlon, c'est-à-dire récompenser la vie, mais en même temps, on cherche plus d'UGC et d'engagement. Tu peux nous en dire un mot, puis on terminera sur ce sujet. Non, c'est une question qu'on n'a pas encore réglée parce qu'effectivement, sur le fait de récompenser des clients pour donner leur avis, nous, on n'est pas très à l'aise parce qu'on ne vend pas de produits. Donc, c'est vrai que j'entendais Laurence, en fait, elle fait noter ses clientes sur des produits et non pas sur l'expérience d'enseigne. Parce que justement, là, il y aurait une ambiguïté. Voilà, donc on n'a pas encore trouvé la façon de l'inclure de façon élégante et non transactionnelle justement dans le programme. Par contre, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'au travers de nos questionnaires de satisfaction, les clients qui sont très contents, on les incite à noter sur notre site et sur les sites d'avis. Voilà, mais pareil, de façon totalement volontaire. Voilà, donc je pense qu'il nous reste encore pas mal de choses à faire sur ce sujet-là. Et c'est la même chose sur les réseaux sociaux également. Ok, super. Un grand merci à tous les quatre pour les échanges, la transparence, les informations échangées avec tout le monde. Pour nos auditeurs, voilà, il y a un replay, hein, donc on pourra vous envoyer le lien à toutes les personnes qui se sont inscrites. Bien évidemment, je vous l'enverrai. Et puis, écoutez, on espère refaire une prochaine table, hein, l'actualité étant saisissante sur ce sujet-là, peut-être l'année prochaine ou à la rentrée, j'en sais rien, pour vous retrouver, avoir vos avis toujours affûtés sur le sujet. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie encore de vive voix et je vous dis tous à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Ciao, au revoir.